Et nous sommes de retour dans cette troisième partie de Sarthe et moi de là, toujours avec Luz Carvela qui m'a quitté. Louise, comédienne et aussi cofondatrice de la compagnie Et alors compagnie on dit exactement. On parlera évidemment du projet de création Terre de colère dans les 5 dernières minutes, mais pour l'heure, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe avec Fanny Boussard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes présidente de l'association Au Secours des Quenottes. Lucie Lelot, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes la présidente. On parle de cette association de protection animale qui vient en aide aux NAC. Vous connaissez les NAC les uns et les autres ? Non, les nouveaux animaux de compagnie qui subissent maltraitance et abandon. On va en parler évidemment dans quelques minutes. Je me retourne et bonsoir Roger Loiseau. Bonsoir, je suis très content de vous accueillir. Vous étiez mon premier invité quand j'ai fait ma première interview sur LMTV. Et vous êtes là aujourd'hui, ce soir, pour nous parler de cet ouvrage que j'ai entre les mains, Les Misères de Gérard. Une biographie médicale, voire autobiographie, on va en parler dans quelques minutes, les histoires de Gérard et ses misères médicales évidemment qu'on peut découvrir dans cet ouvrage qui vient tout juste de sortir. Et puis, Jean-Yves Poignant, bienvenue sur le plateau. Bienvenue. Vous êtes habitué, hein ? Vous avez pris vos marques, oui. Vous êtes presque venu en chaussons je pense maintenant. Non. On patoise ce soir ? On va patoiser. Quel mot ? C'est pas un mot, c'est une expression. Une expression, pardon, oui. Tu veux pas essayer ? Non. 20 tendons, puisqu'ils pouvant souffrir ne pas. Ouais. Oui. 20 tendons, puisqu'ils pouvant souffrir non pas. Bah voilà. Non pas. Très bien. Bon, on en parlera évidemment dans quelques instants, mais pour commencer, messieurs, dames, c'est l'heure des passionnés de la semaine. Et c'est vous, les passionnés de la semaine, cette association Au Secours des Quenottes, créée en 2016. Et tout a commencé avec vous, Fanny, quand vous avez sauvé 2 gerbilles. C'est ça, exactement. En fait, elles ont été déposées dans un carton, pas loin de chez moi. Et une personne qui avait connaissance du fait que j'aimais les gerbilles me les a confiées. Donc, du fait que j'avais quelques connaissances, j'ai décidé de les garder. Mais étant nouvelle au Mans, je me suis un peu mise sur les réseaux sociaux, dans le groupe Facebook sur le Mans, des passionnés. Et j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup d'abandon et pas de place forcément pour ces animaux qui sont délaissés dans les associations. Quelques notes, Lucie, quelques mots, Lucie. Les NAC, c'est quoi précisément ? Alors les NAC, donc, comme vous l'avez dit, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça regroupe tout ce qui va être rongeurs, gerbilles, souris, rats, octodons, sur les moins connus, chinchillas, mais aussi les lapins qui ne sont pas des rongeurs, et les furets qui sont même des carnivores et pas du tout des rongeurs. Et aujourd'hui, ces petites bêtes, elles seront abandonnées, notamment l'été. En préparant l'interview, vous m'avez dit notamment à l'Arche de la Nature, les gens les abandonnent l'été. Oui, effectivement, je vis pas loin de l'Arche de la Nature et régulièrement, je reçois des coups de téléphone ou même une fois, des personnes sont arrivées avec un carton. Voilà, j'ai promené mon chien, j'ai trouvé un carton avec des cochons d'Inde, je le dépose, nous on n'en veut pas. Donc la forêt de Changé et l'Arche de la Nature sont vraiment un lieu de dépôt. Parce que pour plusieurs personnes, les lapins domestiques peuvent être déposés en nature et aller vivre avec les lapins sauvages et créer une colonie. Et voilà. Donc votre objectif, c'est de récupérer ces animaux, de les diriger vers des familles d'accueil, de les stériliser, de mettre à jour leur vaccin et ensuite de les proposer à l'adoption ? Exactement. Alors c'est seulement les lapins et les furets que nous stérilisons. Parce que par exemple pour des cochons d'Inde, l'intervention est assez même compliquée pour eux et puis souvent mortelle du fait de l'anesthésie. Donc oui, juste les lapins et les furets. Puis la deuxième partie, c'est d'interpeller évidemment sur cette problématique. Vous avez un projet prévention avec des jeux ludiques à destination des enfants de primaire, mais aussi dans différents foyers. Voilà, alors on a un projet de prévention. On a décidé de prendre le mal à la racine, on peut dire, en se disant que les enfants sont les adultes de demain. Donc on a décidé d'aller les voir directement, donc soit pendant les temps d'accueil périscolaire, soit pendant nos propres portes ouvertes ou pendant des marchés de Noël par exemple qu'on peut faire. On va voir avec des outils pédagogiques donc on est en train de créer par exemple ceci. Donc ça c'est un prototype ludiques, de jeu de cartes voilà, où les enfants peuvent apprendre à s'occuper des animaux correctement, le type de litière. Donc sur celle-là par exemple c'est le type de litière où on dit qu'il ne faut pas la litière de copeaux de bois qu'on trouve en animalerie car elle est toxique de par sa constitution, mais on conseille plutôt le chanvre ou le lin. En fait l'idée est que les enfants repartent clé en main avec tous les savoirs qu'il faut pour accueillir un NAC à la maison.
concrètement, les précautions à prendre quand on veut acheter un NAC. Déjà, on fait pas de cadeau à un enfant avec ce genre d'animal, du coup, on va l'acheter avec lui. Alors, un animal, on part du principe qu'on adopte un animal. On l'achète pas, c'est pas un bien. Non, mais, non, mais c'est pas votre faute. C'est, voilà, et oui, donc Noël, nous sortons de période de fête, et depuis 2 semaines, c'est régulièrement qu'on reçoit des coups de téléphone ou des mails, comme quoi un grand-parent ou un oncle ou une tante a offert un animal à son neveu ou à son petit-enfant. Les parents ne veulent pas, parce qu'en général, les enfants sont pas prêts, du coup, ils vont s'en occuper une semaine, le temps qu'il y ait l'euphorie, et après, c'est les parents qui s'en occupent. Alors ils décident de nous les céder. Voilà. Vous avez des besoins aujourd'hui au sein de l'association de recruter des familles d'accueil pour des animaux spécifiques et aussi des membres pour vous rejoindre évidemment et vous aider dans votre combat, votre action? Tout à fait, on est constamment un peu à la recherche de familles d'accueil parce que ça nous permet nous de développer nos sauvetages, notamment sur des animaux qu'on ne sauve pas beaucoup parce qu'on n'a pas les familles d'accueil qui sont capacitaires comme les chinchillas, les octodons, etc. Et on est à la recherche de membres actifs, donc au même titre que Fanny et moi, en tant que chargée de communication sur les réseaux sociaux, mais aussi en tant que chargée, donc responsable des sauvetages et des familles d'accueil et des adoptions. C'est pour nous aider, nous, et nous décharger pour pouvoir développer plus d'activités. On peut aussi faire des dons, j'imagine, on va mettre les coordonnées, ça c'est important pour vous? Effectivement, c'est notre moteur. Hein. Sans argent, on ne peut pas stériliser, on ne peut pas avancer notre projet prévention. Donc, sans argent, on ne peut rien faire. On fonctionne essentiellement aux dons, car actuellement, on n'a pas encore fait de démarche de subvention. Donc, pour l'instant, on fonctionne aux dons. Bon, on vous soutient évidemment, et puis on met l'adresse à l'écran au secours des quenottes.fr et puis aussi le Facebook qui est très dynamique. Est-ce que ça va bien au niveau de la santé, vous, toutes les deux? Vous allez bien? Oui. Très bien. Ouais. Jean-Yves, ça va plutôt bien? Oui, ça va bien. Et je pensais à un truc, c'est que les cochons d'Inde, donc il y a un souci, ils servent toujours de cobayes. D'accord. Merci Jean-Yves. Merci pour ce petit mot. On parle des misères de Gérard. Jean-Yves, vous êtes d'accord? Ah, tout à fait. Eh ben c'est parti, c'est la Sarthe vue par. La Sarthe vue par avec vous, Roger Loiseau, les misères de Gérard. Vous nous racontez l'histoire et les mésaventures de Gérard à travers son parcours médical. Ben oui, le pauvre Gérard, il va pas très bien. Non, pas spécialement. Ça commence quand il est gamin et puis au fil des années, vous n'allez comme voir, ça s'accentue. Donc c'est bien vous qu'on retrouve dans cet ouvrage, les dates, les références, vous connaissez un petit peu, je pense. Je crains que ce soit moi, oui. Une histoire chronologique de la plus tendre enfance à aujourd'hui de ce fameux Gérard, avec notamment donc les lunettes, l'appendicite, on l'a un peu tous vécu quand on était enfant. Et puis les premiers émois amoureux, vous réhabilitez le fantasme de l'infirmière avec sœur Marie-Adélaïde et sœur Marie-Christine. Elles ont vraiment existé? Ah oui, absolument, oui. Cette histoire est authentique. C'est dans l'appendicite, ça, dans l'histoire de l'appendicite. Voilà, les sœurs qui entouraient le malade, surtout j'étais très malade, j'étais quasiment mourant, disait mon entourage. Eh bien, c'est une bonne sœur, deux bonnes sœurs qui étaient irlandaises d'origine, qui avaient un accent irlandais, forcément. Eh bien, elles me plaisaient beaucoup. Moi, j'étais ado. Les premiers j'avais émois 18 ans. amoureux. J'avais 18 ans. Et puis ensuite, on fait un saut dans le temps. 60 ans plus tard, on retrouve Gérard suite à 2 chutes. C'est là que les vraies misères commencent. Ah oui, l'acromion agressif, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça se tient quelque part par là. Alors non, c'est pour ça que j'ai découvert plein de... Si vous voulez découvrir le vocabulaire médical, il faut l'acheter, le bouquin L'acromion agressif ou encore la gynécomastie. Est-ce que vous connaissez la gynécomastie? Jean-Yves? Ça doit être pour les NAC, ça, non? Non, pas du tout. C'est le développement des hormones chez les hommes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça commence parfois chez des bébés, puis aussi chez des ados, et puis ça touche les hommes plus âgés. C'est une perte de la testostérone. Donc à découvrir dans l'ouvrage. Toujours, vous traitez ce milieu médical, mais toujours avec humour. L'idée, c'est de rassurer les gens qui vont vous lire. Oui, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de sida dans le livre. Donc il y a effectivement de l'humour presque tout le temps, sauf 2 ou 3 histoires qui sont
qui craignent un peu, qui craignent comme on dit aujourd'hui. Vous critiquez aussi la médecine et les praticiens quand même. Il y a un chapitre qui s'appelle Dites donc Gérard, où vous parlez notamment de ses relations avec les médecins, ce docteur Lheureux qui n'est pas spécialement heureux et surtout qui n'est pas spécialement dans la relation, dans la confiance vis-à-vis du patient. Oui, il a envie d'extraire la cervelle du patient, c'est vraiment horrible. Ça, c'est votre imaginaire qui a travaillé, je pense, dans cette partie-là. Mais ceci dit, toutes les histoires ont un début réel, et quelquefois je déraille vers la fin de l'histoire, voilà, donc il extrait la cervelle. Vous avez eu déjà des réactions de lecteurs qui ont lu votre ouvrage et qui se reconnaissent? Oui, il y en a qui me racontent leur petit malheur ou leur grand malheur, ou dans un salon du livre aussi, ça arrive, quoi. Il y a aussi donc, la dernière partie de l'ouvrage où vous allez raconter différentes nouvelles, des petites nouvelles, un peu sous le modèle de faits divers de Pierre Bellemare. Est-ce que je peux m'autoriser à cette comparaison? Ah, peut-être, oui, pourquoi pas. C'est des vrais faits divers ou là aussi vous avez laissé cours à votre imagination? Ce sont des vrais faits divers que je raconte tels qu'ils se sont déroulés. Par exemple, une femme enceinte qui est détenue à la prison de Fleury-Mérogis et qui est emmenée à l'hôpital par 3 surveillants, dont une femme. Et au moment où elle est prise en charge par l'infirmière, sur le lit de travail, c'est comme ça qu'on dit, je crois, et elle est menottée par la surveillante. Et l'infirmière s'insurge, elle fait appel à ses supérieurs et on obtient enfin qu'elle soit délivrée. Mais ça, c'est une histoire authentique. Et même, je crois qu'il y a eu deux événements de ce type ces dernières années. À découvrir évidemment ces nouvelles. Vous en aviez déjà écrit en 2016. Vous aviez fait Envoi, un récit qui raconte des voyages insolites. Il y a eu aussi Je ne suis pas dans le journal. Là, c'est un récit de tranche de vie d'une famille sartoise dans les années 30. Oui. Il y a d'autres projets de nouvelles qui se présentent, Roger Loiseau? Non, il n'y a pas de projet de nouvelles, non. Non, une enquête policière peut-être? Une enquête. Ai-je le droit de le dire ce soir? Une enquête criminelle. Une enquête criminelle qui est en cours d'écriture? Oui. Bon, je vous recevrai évidemment pour en parler dans quelques mois. Si l'éditeur accepte le livre. Parce évidemment. Non, mais ça va un petit peu... On rappelle les éditions Glyph, c'est ça? 15 €, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, Doucet, Tuard? On le trouve dans toutes les bonnes librairies. Vous avez une liste? Doucet, Tuard, et puis sinon on peut le commander. Mais je voudrais ajouter un mot à propos des librairies, si je peux. Oui. Parce que vous avez tous vu dans les librairies des listes d'ouvrages comme Pour en finir avec l'alcoolisme, Perdre du poids, Le rêve, Je pense trop, Ma ménopause au jour le jour, ou encore Mon intestin va mal. Alors ces livres-là, il ne faut plus les acheter, parce que tout est là-dedans. D'accord. Oui, c'est le meilleur argument de vente. Oui, bravo. Oui, c'est un livre à l'usage de toutes les générations. Et thérapeutique aussi, c'est ça? Oui, absolument. Merci Roger Loiseau, évidemment. Les misères de Gérard, évidemment, on vous le recommande. Est-ce que vous patoisez, Roger? Ah ben, j'espère bien dialoguer avec monsieur. Et ben c'est parti. Enfin, je ne sais pas. Jean-Yves, allons-y, patoisons. Louise, vous allez vous y coller à ce patois, on va le voir à l'antenne, le mot. Alors, le mot, c'est l'expression « viens-t'en-donc ». Ça veut dire « viens ». Viens-t'en-donc, oui, ouais. Puisqu'il ne pouvant souffrir nulle part. Alors oui. Alors Roger? Ah ben mon pauvre gars, t'as pas de chance, dis donc. Bah non. On peut pas le supporter nulle part. Oh. Alors en fait, ça c'est la chute d'un conte Manceau, c'est ça, de Déan Laporte. Donc qui était Déan Laporte? Déan Laporte, c'était un auteur sartois qui patoisait. D'accord. Et qui a fait un magnifique bouquin. Ça, c'est l'édition de 1933. Mais on trouve toujours, hein, mais pas comme ça. Et c'est la chute donc d'un conte, le Corna. Il va connaître. Alors, je l'ai dit en patois, et ensuite on va voir quelques petites minutes. J'ai raccourci. Hein. Ah, très bien, allons-y. Alors, pendant l'époque, monsieur le curé, il fait venir un prédicateur pour la prêcherie. Ah, mais cet homme-là, c'était quelque chose, ce prédicateur. Il savait causer incroyable. Et comme on dit, il avait des commodités dans la gaule.
Et ça faisait venir du monde. L'église était pleine tous les soirs, tous les soirs. Si bien qu'un soir, le prédicateur était en chair, et dès qu'il voit tout d'un coup, face à lui, à grimper le mur, un lumeau. Un lumeau à limaçon. D'accord. Voilà. Ça l'énerve un peu, il dit, mais enlevez donc le cornet. C'est quoi le cornet? Tout le monde se regarde, personne ne comprend. Il continue ses prêcheries, mais ça l'émeille un peu. Mais enlevez donc le cornet, que je vous dis, vous, la mère Guinoisio, qui êtes juste à côté. La mère Guinoisio, elle savait plus où se mettre. Alors, du curé au banc d'œuvre et des chanteurs au sacristain et tout ça, tout le monde se regarde, ça grolle de partout. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que la mère Guinoisio, elle a à faire là-dedans? Puis la mère Guinoisio, ça commençait à l'émeiller. Si bien que tout d'un coup, d'un bedé, elle se lève. Je suis perdu. Elle prend son bonhomme par le bras, et puis elle lui dit, viens-t'en donc, puisqu'il ne pouvant souffrir pas. Qui veut dire? Ben, tu sais, c'est un acte, le lumeau. Le lumeau, il a des cornes. Oui. C'est le corna. Ok. Ça te fait penser à rien, le corna? Bah, j'ai Pourquoi pas. une femme ferait sortir son Bah, mari les de l'église? cornes. Oui, parce qu'elle sait qu'elle donne des cornes à son mari. Très bien. Merci Jean-Yves pour ce propos. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir encore une expression du patois sartois. Oui, il y a plusieurs expressions dedans, voilà. Mais là, c'est un conte. Il y en a des à l'appel comme ça. On aura l'occasion évidemment d'en reparler sur le plateau de Sarthe-et-Mola. Merci Jean-Yves, merci à vous d'être venu, mesdemoiselles, merci Roger. Louise, on ne bouge pas, on va passer aux 5 dernières minutes. C'est parti. On se déplace et on passe aux 100 dernières minutes. Louise, merci d'avoir accepté cette invitation. On parle évidemment de Et alors compagnie. L'histoire démarre en 2008 avec Marie Disset et Bertrand Cauchois que vous avez rencontrés au Conservatoire d'art dramatique. Vous faites vos études et ensuite vous décidez de créer votre propre compagnie. Oui, c'est ça. On est chacun revenu dans notre ville d'origine, Le Mans, avec fierté. Et on a eu la chance de bénéficier du dispositif soutien au premier plateau, qui nous a permis de créer notre premier spectacle, 20 ans et alors, qui, à ce jour, a connu environ 40 dates. Et puis, à la suite de ça, on a fait ça dans le désordre, on a créé la compagnie. 20 ans et alors, joué notamment dans le cadre du Off d'Avignon, que je vous avais reçu pour en parler, c'était au mois de juillet. Ça, c'est une date évidemment importante, j'imagine, d'aller jouer à Avignon. Oui, on était très contents. C'était vraiment un événement important, notamment pour le fait d'être une jeune compagnie, d'aller jouer dans un lieu comme celui-ci, qui était le Théâtre des Halles. Parce que voilà, on n'a pas toujours un accueil formidable dans ce festival. Il faut savoir qu'il y a 1500 spectacles. C'est très compliqué dans ce type de festival d'exister. C'est ça. On a une toute petite place, évidemment, dans l'emploi du temps des gens, du public. Et puis donc nouvelle création qui va être jouée, je le disais, le 19 et le 20 janvier prochain au théâtre de Chaoué-Port-Bello à Allonne, puis ensuite la semaine d'après, le 23, 24 et 25 janvier au théâtre de l'Éphémère. Ça s'appelle Terre de colère, d'un auteur contemporain grec, allez je m'y tente, Christos Chrysopoulos. L'histoire, c'est l'étude de la colère à travers le regard de cet auteur qui est aussi photographe. Oui, c'est un auteur qui est photographe, qui est vidéaste, qui organise un festival aussi à Athènes, qui fait énormément de choses. Mais c'est pas forcément un auteur de théâtre. Donc nous, on a eu un coup de cœur pour son texte. On s'est dit qu'il y avait quelque chose de très théâtral. Donc on a voulu se lancer dans son adaptation. Et donc c'est ça, lui il est photographe et il aime à déambuler dans les rues d'Athènes, sa ville natale, et à travers son regard de photographe, il écrit ensuite. Et à travers ce jeu de 4 acteurs qu'on va retrouver sur le plateau, on voit les différentes expressions de la colère, ou en tout cas dans différents lieux, c'est-à-dire un couple au travail, voilà, différentes situations qui montrent la colère.
Exactement. En fait, le texte est découpé en 3 parties. Il y a 3 types d'écriture. Il y a une partie, comme tu le disais, où il y a des scènes avec des structures. Donc, ça peut être l'école, le couple, le travail. Et puis, à côté de ça, on a un autre type d'écriture où on va plus axer sur la réflexion autour de ce que c'est que le sentiment de la colère. C'est vraiment, tout est autour du sentiment. Et montrer que la colère, parfois, c'est néfaste, mais parfois, c'est positif. Bah oui, tout à fait. En fait, il ne tranche pas là-dessus. Il nous laisse réfléchir sur les différents types de colère et celles qui, voilà, comme tu le disais, qui nous font du mal et celles qui peuvent nous aider à construire des choses. Alors, cette proposition, c'est une coproduction, c'est ça, à la fois du théâtre de Chaoué, du Champ de Bataille à Angers ou encore du théâtre de l'Épidore. Ça fonctionne comme ça, une compagnie, pour exister, il faut une coproduction? Oui, un spectacle, ça coûte cher à créer. Il y a toute une équipe, il y a des salariés, il y a un décor, il y a des costumes, il y a énormément de choses. Et donc, heureusement, il y a des théâtres qui nous soutiennent et que d'ailleurs je remercie, puisque voilà, ils apportent en coproduction pour le budget ainsi que les subventions. Et puis je n'ai pas tout dit, évidemment, je voulais un peu garder la surprise. Donc vous allez rejouer au Théâtre des Halles à Avignon début février, les 2 et 3 février. Oui, c'est ça. Dans quel contexte, du coup, là, c'est hors festival? Oui, en fait, en parallèle du Festival d'Avignon, l'été, il y a 5 théâtres à Avignon qui organisent ce qu'ils appellent le Festivaire, tout simplement. Donc, dans ce cadre-là, on a été invités. On est très contents de retourner chez eux et avec ce spectacle d'autant plus. Et puis vous revenez dans la région, vous allez jouer donc à Angers, au Théâtre du Champ de Bataille, les 9 et 10 février. Et puis pour ceux qui nous regardent du côté de Saint-Nazaire, coucou. Et vous pourrez voir la compagnie les 17 et 18 avril prochains sur la scène nationale. C'est quoi la suite au-delà de cette création, Louise? Déjà personnellement, c'est quoi? Personnellement, j'ai eu la chance de jouer dans un spectacle là très récemment qui s'est joué au Mans, en tout cas au Théâtre de l'Éphémère, qui s'appelle Nous qui sommes 100, avec la compagnie des uns des autres. Donc c'est un spectacle qui va se rejouer au mois de mars dans le centre de la France. Et puis en parallèle, il y a le spectacle On purge bébé, où vous aviez reçu Pierre Sarzac de NBA Spectacle. C'est un spectacle qui a pour projet de rejouer également, dont Marie et Bertrand, mes collègues co-directeurs artistiques, font partie également. Dernière petite question avant de se quitter. Louise, j'aime bien poser cette question, et encore plus quand mon invité est si jeune. C'est quoi le regard aujourd'hui sur la culture en Sarthe? Est-ce qu'on peut vivre de la culture, et est-ce qu'il y a un vivier culturel dans notre département aujourd'hui? Je pense que justement, si on est par exemple tous les 3 revenus après nos études au Mans, c'est pas un hasard. Au Mans et en Sarthe, plus largement, il y a énormément de possibilités, de moyens, que ce soit entre les salles qui, je trouve, fonctionnent de manière très solidaire. Je parle vraiment en termes de théâtre en tout cas, et qui voilà, ça va de prêt de matériel à résidence possible, à des accueils en tout cas toujours humains et chaleureux. Donc, et puis par conséquent, il y a une proposition culturelle qui est assez grande en termes musical, théâtral. Il se passe énormément de choses. Je rappelle les dates de Terre de Colère, 19 et 20 janvier au Théâtre de Chaoué-Port-Bello, et puis ensuite le 23, 24 et 25 janvier au Théâtre de l'Éphémère au Mans. On met évidemment le contact de la compagnie si vous voulez évidemment assister à cette grande première, à cette création. Merci Louise d'avoir été mon invitée, tout s'est bien passé. Merci à toi, c'était super. Bon super, vous serez la bienvenue évidemment dans une prochaine émission pour parler d'autres projets avec grand plaisir. Également. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est un plaisir évidemment de présenter cette émission. On se retrouve nous dès demain 18h15 pour une nouvelle quotidienne. Je vous souhaite une très très bonne soirée.